Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Je reçois aujourd'hui Laurent Chang, écrivain, collaborateur au magazine Éléments, qui publie aux éditions La Nouvelle Librairie une remarquable et remarquée biographie essai consacrée à Clausewitz. Karl von Clausewitz, soldat, réformateur et stratégiste. Laurent Chang, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous vos auditeurs. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom de famille parce que on connaît François Chang, l'académicien, l'écrivain, mais votre nom possède une particularité, c'est qu'il y a un S avant le C. Exactement. D'ailleurs, les origines asiatiques ne sont pas immédiatement visibles sur mon visage. En fait, c'est un nom qui n'a absolument rien d'asiatique, c'est un nom allemand. Je suis moi-même lorrain germanophone et germanique, mosellan pour faire dans le départementalisme. Et donc mon nom est un nom qui vient du dialecte mosellan, qui vient du Platte. C'est un diminutif de Schangele qui veut dire le petit Lorrain précisément. Ah oui, très bien. Bah, écoutez, merci de donner ces précisions à nos auditeurs et cela répond à une question que je vous aurais de toute façon posée, c'est que lorsque l'on voit vos ouvrages, vous avez publié un livre sur le Crispiel. Je ne suis pas du tout germanophone ni germaniste, donc pour moi évidemment ce sont des mots très très barbares. Charles le Téméraire et les Suisses, une biographie chez Perrin très remarquée, elle aussi il y a quelques années consacrée à von Rundstedt. Et je voulais vous dire, pour écrire ce genre d'ouvrage, il faut forcément parler allemand. Oui, j'ai un ami qui m'a dit qu'en regardant ma bibliographie sur Electre, que c'était pas tellement très sentimental. Et c'est vrai qu'effectivement, Ah, écoutez, mon, mon pourtant, domaine, le grand romantisme est né en Allemagne, hein, donc il doit quand même y tellement. avoir du sentiment caché chez nos voisins allemands. Hein, Ouais. donc, Clausewitz, justement, Clausewitz va s'ingénier à montrer qu'effectivement, exactement, mais les forces morales sont extrêmement importantes à la guerre. Mais Et le rapport, pardon de vous interrompre, Laurent Chang, mais le rapport du français, de hein, l'homme français ou de la femme française avec l'allemand, la langue, hein, je ne parle pas du peuple, absolument pas, mais avec la langue est quand même un rapport très très particulier qui renvoie souvent à beaucoup de traumatismes scolaires et oui, ça m'a beaucoup amusé. Je le dis absolument pas pour parler de moi, mais parce que nous sommes en train de dire qu'il faut évidemment parler et pratiquer cette langue pour pouvoir écrire et étudier les personnages pour lesquels vous avez écrit des biographies. Je me suis fracturé l'humérus en Suisse allemande. Et donc le premier contact que j'ai eu avec des médecins et le rapport que j'ai, et tout est écrit en allemand. Et de retour en France, j'ai montré tous mes examens à bon nombre de chirurgiens, kinés, pharmaciens. Et à chaque fois, c'est la même réaction. C'est très très amusant. Tout le monde regarde en disant: oh là là, dire que j'ai fait de l'allemand, mais je n'ai oui, aucun oui. souvenir. Et puis il y a toujours le bon élève, l'infirmier quelque part ou le pharmacien quelque part qui arrive et qui dit: ah si, alors moi j'ai fait allemand première langue. Donc il y a un rapport avec l'allemand scolaire qui est quand même pas toujours un très bon souvenir. Non, c'est sûr, on pourrait faire une émission, même si c'est pas l'objet de ma présence aujourd'hui, mais on pourrait faire une émission sur l'apprentissage des langues étrangères dans l'éducation nationale et surtout sur le mauvais apprentissage des langues étrangères dans l'éducation nationale. Pour répondre à votre question précédente, dans ma famille, on a tout, jusqu'à mes grands-parents, parlaient allemand à la maison. On parlait ou dialecte ou Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand littéraire. Le français est arrivé ensuite. Le français, il est arrivé dans les soupes de la Révolution française dans un premier temps, même si l'allemand a perduré comme langue du quotidien, avec ce qu'on appelle plus ou moins à juste titre la première annexion en 71. Ben, l'allemand redevient langue officielle et à la maison on continue de le parler naturellement. Et c'est seulement à partir en 1918 et avec le retour de la Moselle et d'Alsace en France, dans le giron français, que
le français l'allemand va péricliter, l'allemand et ses dialectes locaux vont péricliter. Donc moi, dans ma famille, moi ça s'est perdu parce que je suis un gars de la ville, mais dans ma famille, on garde un accent marqué, un accent allemand, et on a une facilité avec l'allemand. Une facilité d'ailleurs qui se perd précisément, et ça il faut le dire, parce que ça fait maintenant, tous les rapports le montrent, ça fait maintenant plus de 20 ans que, 20 ans, que on a plus de lycéens qui pratiquent l'espagnol au lycée que l'allemand. Ah oui. Alors qu'on est frontalier, que tout logiquement, sans parler de ceux qui vont travailler au Luxembourg, pour qui l'allemand est un véritable ascenseur professionnel, paraîtrait assez normal qu'on soit davantage tourné vers le voisin. Mais non, on pense plutôt à l'espagnol comme une langue. On croit d'ailleurs que c'est une langue facile, alors que l'allemand a une réputation effectivement de langue difficile et inélégante surtout, ce qui est complètement faux. Mm. Moi, j'ai fait LV1, effectivement, parce qu'aussi mes parents, on leur avait toujours dit faites faire à votre gamin de l'allemand en première langue, parce qu'après ce sera plus facile. Et c'est vrai que les autres langues après sont simples. Oui, puis nous, on est une génération, je pense qu'on ne doit pas être très éloignés en âge tous les deux. On est une génération où l'allemand LV1, surtout pour les garçons, c'était la garantie de la bonne classe. Généralement, dans nos collèges qui commençaient à devenir mixtes, c'était les classes où il y avait le plus de garçons et où, a priori, il y avait les meilleurs éléments. Donc, on avait dans certaines familles cet automatisme de l'allemand LV1. Ouais, c'est tout à fait vrai, tout à fait vrai. Je n'ai pas le souvenir qu'il y avait beaucoup plus de garçons que de filles, moi, dans mon collège, mais c'est sûr que on était les bonnes classes. Ça ne fait aucun doute. Et puis ça formait l'esprit, évidemment, parce que c'est un peu comme le latin pour mon grand-père. Moi, mon grand-père a fait une école, un lycée religieux. Donc l'allemand déjà étant à base aussi de déclinaison, il y avait une facilité par rapport au latin. Mais mon grand-père a bûché le latin pour aussi bien se forger un cadre intellectuel, conceptuel, que pour lire les textes, surtout pour ça d'ailleurs, plus que pour lire les textes dans le texte, justement les écrits latins dans le texte. Mm-hmm. C'est une formation de l'esprit, l'apprentissage de l'allemand. Jean Ferré, qui a été le fondateur de Radio Courtoisie, il y a maintenant bientôt 40 ans, aimait à rappeler que Einstein, qui pourtant était américain jusqu'au bout des ongles, Ouais. eh bien, écrivait ses théories, ses traités, ses formulations dans sa langue maternelle qui était l'allemand. Et il disait que sa pensée était construite par cette langue maternelle qui était l'allemand et qu'il ne pouvait véritablement bien exprimer sa pensée et ses idées qu'au travers de cette langue. Je comprends ça très bien. Alors, nous nous sommes quelque peu éloignés de notre propos de ce matin. Laurent Schank, je l'ai dit en avant-propos de cette émission, c'est une toute petite biographie essai. Hein, ça n'est pas, on va pas rentrer dans tous les détails de Clausewitz dans votre biographie, mais vous nous donnez les éléments essentiels à la compréhension du sujet principal, qui est l'étude de ce stratège. Hein, comment est-il devenu l'auteur de ce livre qui a révolutionné le monde de la stratégie militaire, de la réflexion de la stratégie militaire, donc Carl von Clausewitz. Et j'ai vraiment... Enfin, je ne suis pas la seule parce que j'ai vu que vous aviez de très bons commentaires et de très bonnes critiques. Mais c'est un tout petit livre puisque c'est une 50aine de pages. Et en 50 pages, vous nous faites réfléchir à énormément de points. Je donne tout de suite les dates de ce personnage, Carl von Clausewitz, 1780-1831. Donc c'est un homme qui est mort relativement jeune, 51 ans, d'une crise cardiaque, c'est triste. Et il est... alors Burg, c'est en Allemagne, mais quand il naît, c'est où cette ville? Alors oui, le village de Bourg. Je me Oui. permets de vous reprendre parce qu'effectivement, ça se dit Bourg. C'est un village à côté de la ville de Magdebourg, qui est une ville qui est très connue historiquement pour le pillage que cette ville a subi durant la guerre de 30 ans.
sac de Magdebourg qui est resté fameux, si je puis dire. Donc c'était en Prusse. C'était dans le royaume de Prusse. Même si lui-même est d'origine silésienne, qui était également une région prussienne, mais conquise sur les Polonais. Donc le petit village de Bourg, Alors, il est toujours enterré aujourd'hui, il faut le savoir. et c'est là où il est enterré. Oui, il avait été enterré après sa mort, il avait été enterré en Pologne, à Breslau. Aujourd'hui, c'est Wrocław. Son épouse, à sa mort, quelques années plus tard, en 1936, l'avait rejoint. Et puis, c'est en accord avec les autorités est-allemandes que les Polonais, donc, on était à l'époque donc dans le Pologne et Allemagne communiste, un accord entre les deux autorités en fait que les corps ont été inhumés et rapatriés à Bourg, où se trouve aujourd'hui encore sa tombe, qui est très simple, hein, c'est pas du tout un grand caveau ou une tombe monumentale. C'est juste une stèle et une croix. Voilà. Alors Laurent Chanck, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, est-ce que vous pouvez, comme vous le faites dans votre ouvrage, nous résumer les éléments biographiques importants de ce personnage qui nous servent à l'étude de ce soldat, de ce réformateur et de ce stratégiste? Oui, alors en résumé, donc comme vous l'avez dit, donc il naît en 1780. En 1791, il devient cadet. Il entre à l'armée, bien sûr donc prussienne. Hein, l'Allemagne n'existe pas à cette époque. 2 ans plus tard, en 1793, il est officier. À peine 13 ans, il est officier, ce qui est une chose tout à fait normale pour l'époque. Je préciserai quand même en préambule que s'il a une particule, euh, ce n'est pas un pur aristocrate. Les Clausewitz sont des hobereaux déclassés dont la particule a un passé litigieux. Et ça, il en souffrira longtemps, Clausewitz. Il connaît le baptême du feu contre les Français à Mayence pendant les guerres de la Révolution. Il est assez rapidement remarqué pour ses capacités intellectuelles. C'est un gros lecteur et un fin mathématicien. Et en 1801, il intègre l'Académie de Berlin, qui forme les jeunes officiers. Je veux dire que c'est les germes des écoles d'officiers, des écoles d'état-major qui vont faire la renommée de l'armée prussienne puis allemande. Là, il devient le protégé d'un général, enfin, colonel puis général qui s'appelait Gerhard von Scharnhorst, qui est le père, si vous voulez, le grand initiateur de la réforme de l'armée prussienne. Et ensemble, ils vont travailler, ainsi que d'autres, à produire des textes sur pour réformer l'armée prussienne. Mais ce qui va vraiment constituer le choc, parce qu'en fait cette période-là, c'est 1800-1810, qui va constituer vraiment le choc qui va déterminer la suite de la vie de Clausewitz, c'est 1806 et la défaite écrasante de la Prusse à Jena et à Auerstedt. Auerstedt étant une bataille annexe de Jena. En un jour, la Prusse s'effondre face à Napoléon. Et pour les officiers prussiens, c'est vraiment, on peut le dire, c'est plus qu'une douche froide, c'est une remise en cause fondamentale de tout ce à quoi ils avaient cru jusque-là. Ils avaient cru tout simplement que leur armée était la meilleure du monde parce que c'était l'armée héritée du grand roi Frédéric II. Et donc à partir de ce moment, de 1806 à 1812, bon, Clausewitz est prisonnier pendant 2 ans en France, mais c'est un emprisonnement assez libéral puisque sur sa parole, il est autorisé, en fait, il est prisonnier en France, mais il est autorisé à se promener sur tout le territoire français parce qu'il a donné sa parole, qu'il ne retournerait pas en plus. Donc il s'y tient.
Et pendant 2 ans, il va se promener. D'ailleurs, il passera chez moi, il passera à Nancy rapidement. Et en 1808, donc une fois sa peine, son emprisonnement terminé, il retourne en Prusse, il retourne à Berlin, il retrouve Charles Horst, et de 1809 à 1812, lui, au sein de l'école de guerre de Berlin, il va travailler avec toute une génération d'officiers prussiens, Rühle von Linenstern, Grollmann, Boyen, von Lossow, des noms que les spécialistes de la question connaissent. Il va travailler à rédiger un nouveau règlement de l'armée prussienne. Il va se lier avec un autre grand général prussien, une grande figure qui était Gneisenau. Charles Horst, c'est le mentor de Clausewitz, et Gneisenau, c'est un peu le grand frère de Clausewitz. Là, donc, ils vont travailler à réfléchir à ce qui a fait le succès de Napoléon. C'est-à-dire l'armée de masse, le nationalisme, l'élan révolutionnaire et le génie propre aussi à Napoléon. Comment comprendre, comment essayer non pas de reproduire, mais de s'approcher de la formule, la méthode napoléonienne. Et c'est en 1812 qu'a lieu la deuxième rupture, après 1806 et la défaite de la Prusse. En 1812, Napoléon exige de la Prusse qu'elle se joigne à lui dans sa campagne de Russie. Et là, Clausewitz ainsi que d'autres officiers disent non. La Prusse est occupée par l'armée française. Déjà beaucoup leur demandaient de l'accepter. Si on leur demande de prendre les armes avec l'occupant pour aller pour envahir la Russie, c'est hors de question. Et là, Clausewitz et tout un groupe d'officiers, officiers subalternes ou supérieurs, tournent le dos, littéralement, ce qui est vraiment un geste très très fort, tournent le dos au roi et vont offrir leur service au tsar. C'est souvent considéré comme l'acte fondateur du nationalisme allemand. C'est-à-dire que là, on a des officiers qui décident que leur patriotisme est plus important que leur fidélité au roi, leur loyauté à la monarchie, à la dynastie. Et de 1812 à 1815, Clausewitz va donc combattre dans les rangs russes. Il va participer à plusieurs opérations. Il ne sera jamais lui-même un général d'armée, ni même de brigade d'ailleurs. Il ne commandera jamais de gros effectifs. Mais en 1812, il joue un grand rôle parce que ceux qui connaissent ces questions se souviendront de ce mot. À Tauroggen, qui est une ville à la frontière aujourd'hui lituanienne, Clausewitz va au devant du général Jörg von Wartenburg, général prussien resté fidèle au roi, et c'est lui qui va le déterminer à garder le fusil au pied et laisser les Russes entrer sans combattre dans les pays baltes pour ensuite descendre sur Berlin. Et ce qui va obliger la Grande Armée à fuir la Prusse. Et c'est le prodrome de la guerre de libération, c'est-à-dire ce qu'on connaît aussi sous le nom de bataille des peuples, la grande bataille de Leipzig. Guerre à laquelle également il participe. De la même manière qu'en 14, il participe à la campagne de France. En 1815, il est à la bataille de Wavre, qui est une bataille connexe de la bataille de Waterloo. Et c'est là que se terminent pour lui les guerres napoléoniennes. J'espère que je suis pas trop long ou que je n'embrouille pas. Absolument pas, parce que en vous écoutant, et puis je vous ai déjà lu, donc je me suis déjà fait aussi cette remarque, mais c'est vraiment je trouve que cet épisode qui
évidemment, pour nous Français, fait écho à ces cas de conscience qui se sont posés aux militaires Oui, français au moment de l'armistice, hein, de la défaite de 40. Est-ce qu'on doit accepter ou est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit démissionner? Est-ce qu'on doit rejoindre Londres? Et qui se pose à tous ces pays, à tous ces militaires qui se trouvent au gré des occupations de leur pays, baladés d'un camp à un autre. oui. Presque en même temps que le cas de Clausewitz, il y a, et d'ailleurs je crois que enfin je ne sais pas si c'est dans votre livre que vous en parlez, tout d'un coup j'ai un petit doute, mais ce personnage très dont le nom fait français, mais qui s'appelle Barclay de Tolly, qui est Mhm. un militaire de la famille en fait est d'origine écossaise, mais qui est je crois le militaire le plus décoré de décoration russe. Enfin, il a les plus hauts degrés possibles après Kutuzov, je crois qu'il n'y a pas plus décoré que Barclay de Tolly. Bah, lui, c'est pareil, il s'est retrouvé dans ce conflit finlando-suédois à devoir choisir entre la Russie ou pas. Enfin, ces cas de conscience des militaires, je trouve que ça, on pourrait prendre comme ça plusieurs exemples dans l'histoire des guerres pour mesurer les chocs que ça a pu représenter. Vous parliez de Iéna, mais Iéna pour la Prusse, je sais pas, c'est 40 000 morts ou 70 000 morts, je ne sais combien de canons pris, euh, les chevaux, parce qu'on oublie, mais les pertes des chevaux, Bien c'est à cette époque, c'est la fin de tout. Enfin, ça a été sûr, terrible, Iéna. bien sûr, mais les guerres napoléoniennes sont on peut l'oublier parce qu'on ne voit que le brio, le génie du stratège Napoléon. Génie qui quand même va en diminuant après 1810, même si en 1814-1815, il va encore surprendre le monde en tenant tête à l'Alliance européenne. Mais ces guerres sont véritablement des boucheries, ce sont des carnages. Les batailles napoléoniennes sont vraiment des successions de massacres. Euh, on a les témoignages le montrent, et effectivement, c'est lié, c'est lié à l'irruption de l'armée de masse d'ailleurs. C'est lié aux idéaux révolutionnaires, l'irruption des idéaux révolutionnaires dans la conception de la guerre. C'est que désormais, ce ne sont plus quelques dizaines de milliers d'hommes effectivement qui vont et viennent comme au XVIIIe siècle, même si les guerres, ce qu'on appelle les guerres en dentelle, c'est un terme qu'il faut récuser, mais donc qui vont et viennent et qui mènent leurs opérations plus ou moins indépendamment d'un vrai projet stratégique global, qui n'ont pas forcément envie de se faire tuer finalement, ni même de se battre. Là, c'est l'inverse. Là, on a vraiment un choc entre des dizaines et à la fin de la guerre, même des guerres napoléoniennes, des centaines de milliers d'hommes, un choc furieux et la volonté d'anéantir l'ennemi, l'anéantir physiquement. Donc oui, ce sont des guerres qui sont particulièrement meurtrières, des batailles qui sont, même si elles sont relativement encore circonscrites géographiquement, on voit que bataille qui est restée célèbre pour ça, c'est Eylau. Là, effectivement, là, c'est un véritable carnage qui annonce les batailles du 18e, du 19e et du 20e siècle. Et Iéna et Auerstedt, c'est pareil, effectivement, ce sont des bains de sang. Euh, mais avec ceci en plus que euh, la Prusse s'effondre en un jour. On a souvent effectivement comparé à juste titre, la campagne de France de 40 à la campagne russe de 1806. D'ailleurs, en parlant de cas de conscience, on pourrait aussi, on pense aussi, moi je pense toujours aussi à Élie de Noix de Saint-Marc et en 61, un officier en Algérie, est-ce que putschiste ou pas putschiste? Euh, donc en 1806,
le monde s'effondre littéralement sous les pieds des officiers chargés de la défense de la Prusse. Donc c'est un vrai choc pour ces hommes. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Chang, avec qui nous parlons de sa biographie, de son essai biographique consacré à Karl von Clausewitz, un livre publié aux éditions La Nouvelle Librairie, avec pour sous-titre Soldats, réformateurs et stratégistes. Laurent Chang, évidemment, une question. Quelle différence fait-on entre un stratège et un stratégiste? Ah, ça, c'est une excellente question. Parce qu'effectivement, comme ce petit livre a vocation bien sûr, à présenter, simplement à ouvrir le lecteur à Clausewitz et à sa pensée, il ne saurait se substituer. De la même manière que chez Clausewitz, la guerre ne se substitue pas à la politique, mon petit ouvrage ne se substitue pas à la lecture de la guerre. Pour ceux qui auront envie ou le courage de se plonger dedans. La différence entre un stratège et un stratégiste, ce qui fait que Clausewitz est un stratégiste, pas un stratège. Le stratège, c'est un homme d'action. Le stratège, c'est celui qui monte un plan de guerre, mais c'est aussi celui qui le dirige, si possible, qui le mène à bien. Donc, c'est un général, et quand un général mène plus qu'une opération, mène une guerre à bien, on le fait maréchal. Et être maréchalisé, c'est bien la preuve qu'on a été un bon stratège, dans la plupart des cas. Un stratégiste, c'est quelqu'un qui pense, qui écrit et qui théorise la guerre. C'est quelqu'un qui produit une œuvre. Vous avez des stratèges qui sont aussi des stratégistes. Foch, pour parler d'un Français. Vous avez des stratégistes qui ne sont pas des stratèges. Fuller chez les Britanniques, Lidl-Hart aussi chez les Britanniques. Clausewitz en est l'archétype chez les Prussiens. Moltke, par exemple, lui était un stratège, un peu aussi un stratégiste puisqu'il est un élève de Clausewitz. Moltke, pour ceux qui ne savent pas, c'était le grand Manitou de l'armée prussienne en 1870, durant les années 1860 et 70. Mais c'est d'abord un stratège, c'est d'abord un homme d'action, c'est quelqu'un qui conçoit un plan et qui le conduit jusqu'à son terme. Et voilà alors, la différence. À côté du stratège et du stratégiste, et là, il n'y en a pas beaucoup, il y a le génie. Et Napoléon, on voit bien toute la réflexion, parce que votre livre, ce qui est vraiment très intéressant, et c'est une prouesse, parce que je le rappelle, c'est 50 pages, hein, je le montre à la caméra, c'est vraiment un tout petit livre qui se dévore en 50 pages. Votre livre, en fait, s'articule autour d'une petite notice biographique, mais ensuite, on voit bien, il y a cette espèce d'école de réflexion militaire qui se forme à l'issue de ces guerres napoléoniennes et révolutionnaires. Et puis ensuite, il y a la réflexion sur ce qui se passait avant, les guerres du XVIIIe, ce qu'ont été les guerres révolutionnaires et les guerres impériales, et comment Clausewitz a finalement élaboré la réflexion la plus finie, la plus aboutie de cette école qu'il avait formée précédemment. Et on voit bien qu'ils sont confrontés quand même à un phénomène qui est un phénomène individuel, qui est le génie napoléonien, qui de temps en temps est stratège, qui de temps en temps est stratégiste, mais qui avant tout est un génie. Absolument, d'ailleurs c'est ce que dit Clausewitz le reconnaît lui-même. J'ai dit Napoléon, c'était le génie de la guerre. Le génie de la guerre incarné. Faut bien voir que les guerres révolutionnaires, les guerres napoléoniennes, elles n'innovent pas sur le plan technique. On n'a pas de mitrailleuses, on n'a pas de canons, on n'a pas d'avions. Les canons se rechargent toujours par la gueule, par la bouche. Ça met du temps, etc., etc. On n'a pas de moteur, bien entendu. Donc
ce sont des masses d'hommes et de cavaliers qu'il faut actionner, diriger, tant que faire se peut, dans le même sens. C'est tout ce qui va, si vous voulez, ce qui a complètement chamboulé effectivement Clausewitz, c'est que un homme concentre en lui tous les pouvoirs politiques et militaires, met en branle l'intégralité des moyens dont il peut disposer pour arriver à un seul but, c'est celui d'écraser. Alors bien sûr, jusqu'à un certain point, selon ce que Napoléon veut faire. Ensuite, parce que quand on fait une guerre, on pense déjà à la paix d'après. On réfléchit avec, il va bien falloir qu'on négocie, il va bien falloir qu'on reprenne un commerce avec le vaincu. Mais ce qui, donc je vous dis, ce qui fascine Clausewitz, qui détestait par ailleurs cordialement Napoléon, en privé c'est normal, mais il était néanmoins fasciné par l'homme de guerre, c'est le premier à avoir mis tous les moyens dont il disposait pour arriver à ses fins, à savoir écraser l'adversaire le plus vite possible et sans détour. Et ça, c'est la grande révolution militaire napoléonienne. Une révolution qui l'initie dès les guerres d'Italie. Durant les guerres d'Italie, il n'est encore que le général Bonaparte. Il n'a pas du tout les moyens qu'il aura en Russie. D'ailleurs, les guerres d'Italie seront beau succès bonapartiste. La campagne de Russie sera un échec napoléonien. Mais tout de suite, Bonaparte révolutionne la manière de faire la guerre parce que lui a compris ce que la Révolution française lui offre sur le plan stratégique. Je rappelle... Est-ce que j'ai été assez clair ou pas ? Oui, bien sûr, et vous êtes tout à fait clair. Je m'interrompais pour que nous diffusions le Bobino de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Chang, écrivain, qui publie aux éditions La Nouvelle Librairie un court essai biographie consacré à Karl von Clausewitz, soldat, réformateur, stratégiste, un ouvrage passionnant. Et en fait, ça y est, ça me revient. Pourquoi Barclay de Tolly ? Parce qu'en fait, vous ouvrez votre livre sur une très belle description de ce merveilleux musée d'histoire militaire de Dresde. Et actuellement, il y a une exposition qui s'appelle Napoléon doit périr. Et en fait, elle est faite en partie avec des souvenirs, des écrits de Barclay de Tolly. Voilà le petit lien, parce que je me disais, j'ai forcément lu récemment Barclay de Tolly, c'est quand même pas mon quotidien. Je connais le personnage, j'ai vu sa statue à Saint-Pétersbourg devant Notre-Dame de Kazan, mais bon, voilà, c'est quand même pas un personnage dont je suis très familière. Mais ce musée d'histoire militaire de Dresde a l'air extraordinaire. Hein. J'ai envie de vous dire la dernière fois que je m'y suis rendu, c'était il y a 4 ans. J'avais envie de vous dire qu'il était extraordinaire. Mm-hmm. Mais je serais certainement très subjectif parce que moi, je fais encore partie de ces gens que leurs grands-parents, ces hommes que leurs grands-parents ont traîné dans les musées militaires au début des années 80, à une époque où la muséographie se réduisait en fait à une accumulation de matériel. Alors parfois peut-être excessif si l'on veut, mais moi j'ai gardé une véritable nostalgie de ces musées bazars où on étalait, on accumulait, on amassait tout ce qu'on pouvait, sans pour autant oublier raconter précisément pourquoi ce musée était là. L'exemple qui me vient, c'est le musée de Gravelotte. J'ai grandi à côté, à l'ouest de Metz, bataille importante de 1870. Dresde, c'est pareil. Dresde, la première fois que je l'ai visité, c'était il y a 25 ans. C'était certainement un des plus riches, avec le musée de Vienne, le musée militaire de Vienne, qui lui est resté dans son jus, même si il s'adapte aussi aux conditions de son époque. Le musée de Dresde, c'était une extraordinaire
samaritaine de l'histoire militaire allemande. C'était une profusion fantastique de tout d'ailleurs, que ce soit infanterie, que ce soit artillerie, que ce soit aviation, que ce soit la marine. Très très beau, très très belle pièce aussi en rapport avec la marine. Et puis, ben voilà, la modernité ou la postmodernité est passée par là. Et aujourd'hui, c'est un musée qui, moi, m'a fait l'impression d'être en inventaire permanent, quasiment certaines salles très vides, très sombres. Bien sûr, parce qu'il faut que ça soit sombre, parce que vous comprenez, c'est la guerre, donc forcément, il faut qu'on soit affligé quand on entre là. Avec des cartouches de préférence illisibles. Bien sûr, mais en même temps, des cartouches qui sont en, omniprésents. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des grands couloirs avec 2-3 objets qui pendent à des fils métalliques qui sont censés être très symboliques, très représentatifs de l'époque traitée. Et puis, vous allez avoir des pans et des pans de murs explicatifs. Ça fait penser un peu à l'art contemporain où vous avez une chose que vous n'arrivez pas trop à comprendre, mais vous avez un immense panneau à côté et vous expliquant pourquoi vous n'êtes pas capable de comprendre et pourquoi l'artiste, lui, est génial. Bon, ben, c'est un petit peu l'impression que ça m'a fait. C'est un peu l'impression que m'a fait le musée de Dresde, alors il contient quand même dans ses réserves plus d'1 million d'objets en lien direct avec l'histoire militaire allemande. C'est merveilleux. Enfin, moi, vous expliquez quand même qu'il s'ouvre sur de la guerre. Ah oui. Par contre, ça n'existait pas la première fois que je l'ai fait. Je l'ai visité plusieurs fois. Puisque ma passion, ma pauvre compagne le sait, c'est visiter les champs de bataille et les musées militaires. Donc, le pauvre doit subir ça. Le musée qui reste un très très beau bâtiment, effectivement, et s'ouvre sur une grande salle, un immense hall vide qui vous mène jusqu'au guichet, et simplement entre l'entrée principale et le guichet, vous avez effectivement une colonne en verre, un monolithe, à l'intérieur duquel se trouve ouvert la première édition de la guerre. Donc, Formkrieger en allemand, édition 1832. Et ça vous pose quand même effectivement, non seulement ça vous pose le personnage, ça vous pose l'importance de ce livre aujourd'hui encore aux yeux de la Bundeswehr, c'est-à-dire l'armée allemande de la République fédérale. Est-ce que vous voulez bien, Laurent Schank, pour nos auditeurs, avant que nous rentrions dans le contenu, la réflexion de Clausewitz dans son livre de la guerre, juste présenter brièvement à nos auditeurs l'histoire de ce livre, parce que nous l'avons dit, Clausewitz meurt en 1831, donc c'est une publication posthume pour un livre écrit de son vivant, évidemment. Oui, écrit de son vivant, mais que lui-même considérait comme inachevé. C'est un livre qu'il commence à écrire, parce qu'il y a de la guerre, c'est un peu c'est son chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre inachevé, interrompu, parce que Clausewitz a écrit d'autres livres, peut-être plus faciles d'accès aussi. C'est un livre qu'il commence à écrire dès les guerres napoléoniennes terminées. Clausewitz avait commencé déjà à écrire dès les années 1810. Donc de la guerre, c'est à peu près un peu moins de 15 ans de réflexion. Ce sont 8 livres en un, avec chacun un thème. C'est un livre qu'il n'avait pas fait lire d'ailleurs à ses collègues, à ses pairs. Et c'est un livre qu'en l'état, il n'aurait certainement pas voulu voir publié. Et c'est son épouse, Marie von Clausewitz, qui, ouvrant ses malles, considère que il est important de porter à la connaissance du public de l'époque, public quand même restreint, ses écrits. Écrits que connaissait d'ailleurs, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Clausewitz faisait partie d'un cercle qui partageait beaucoup, qui publiait beaucoup. L'idée même centrale sur laquelle on reviendra de guerre comme continuation du politique, ce n'est pas une idée qui appartient en propre. Il n'y a pas un copyright, si vous voulez, Clausewitz vient dessus. Donc, les idées qu'il met dans de la guerre étaient partagées par beaucoup de ses amis officiers. Simplement, lui va vraiment leur donner toute leur force
expressive. Et donc, en 1832, un an après la mort de Clausewitz, son épouse commence avec l'éditeur Dümmler à publier en plusieurs livres ses œuvres complètes, si vous voulez. Voilà. Et le livre, d'ailleurs, ne va pas connaître tout de suite un succès. Il va falloir attendre quelques générations d'officiers d'état-major avant que, comme souvent d'ailleurs c'est le cas, avant qu'on s'aperçoive de l'importance de son travail. Voilà pour répondre à votre question. Oui, parce que vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, finalement, la réflexion... Alors, ça, nous l'avons dit, mais pour les auditeurs qui prendraient peut-être en cours cette émission, et puis de toute façon, pour faire un petit résumé de vos propos, finalement, De la guerre, c'est l'ouvrage qui surclasse tous les écrits précédents d'autres stratégistes ou stratèges de cette école prussienne qui réfléchit à l'issue des guerres napoléoniennes et qui est le fruit d'une longue maturation collective, mais comme souvent, dans cette longue maturation collective, eh bien, il y a quelqu'un qui sort du lot, un ouvrage dont la postérité va faire l'ouvrage phare et quasi éternel, immortel, puisque De la guerre est toujours considéré comme l'exemple type de la réflexion sur la stratégie militaire. Absolument, on peut même pas parler de toutes les époques. On parle d'actualité de Clausewitz, où on remet en cause l'actualité de Clausewitz. Non, c'est un livre qui est intemporel justement. Et c'était son ambition. C'était de montrer ce qu'il y a d'intemporel dans la stratégie, les invariants de la guerre, en montrant dans le même temps il n'y a pas deux guerres qui se ressemblent, que par conséquent il n'y a pas de règles intangibles. Mais là, on anticipe peut-être sur la suite, mais oui, comme vous dites, il a tiré la quintessence de l'école militaire prussienne, en même temps que, de la même manière qu'il existe un génie napoléonien, fait d'inspiration, de coup d'œil, de culture, il y a un génie clausewitzien pas tant de la formule que de l'écriture. On peut disserter, peut-être qu'on fera ensemble, sur parfois le fait que ce soit un livre ardu, pas toujours simple, effectivement, à lire. Il n'empêche, quand on prend le temps de décortiquer ces pages, il y a effectivement un génie clausewitzien de la formulation. Alors, de toute façon, c'est un auteur du 19e siècle, hein, c'est un auteur du milieu du 19e siècle, sans faire de raccourcis qui seraient réducteurs, mais même en littérature, c'est une époque où les écrivains sont difficiles à relire, hein, que vous lisiez Benjamin Constant, Madame de Staël, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, ce sont des immenses écrivains, des immenses penseurs, ils ont une réflexion qui pousse la réflexion vraiment très très loin, mais le rendu de leurs écrits, moi j'avoue avoir toujours beaucoup de difficultés à les lire. Je comprends très bien, et c'est renforcé chez Clausewitz par le fait que c'est un homme il avait quelque chose qui le rapprochait de Montaigne en cela. C'est un homme du doute. Rarement, chez un théoricien militaire, chez un stratégiste, vous aurez autant de retour sur soi. Ça ressemble presque par certains aspects, même si je n'irai jamais dire que Clausewitz a quelque chose de rousseauiste, mais il y a quelque chose d'une confession aussi dans De la guerre qui mériterait d'ailleurs d'être creusé, je pense, ce thème-là, parce que il ne cesse de remettre en cause ce qu'il vient d'écrire. Parce que justement, c'est ça le fond du livre, c'est que à la guerre, rien n'est immuable, on ne peut jamais rien vraiment prévoir, ne serait-ce qu'à moyen terme. Et ça se ressent, il le transpose dans ce qu'il écrit. Le doute est permanent. Le doute est permanent, et quand il pose une idée,
très rapidement derrière, il pose l'idée contraire en disant oui, mais vous voyez, là, ça a marché ici, mais dans des conditions pratiquement semblables, là, cette idée-là n'a pas fonctionné. Donc, Mais quand je vous l'école du lisais... doute de la guerre. Oui, mais quand je vous lisais Laurent Chang, et là en vous entendant, ça confirme l'impression que j'avais dans ma lecture, c'est que il y a un côté quand même dans ces guerres du 18e profondément, enfin dans la façon avec laquelle on les menait, dans la façon avec laquelle on les concevait, brutalement mises à mal par les idéaux révolutionnaires et par les guerres napoléoniennes, il y avait un côté relativement confortable. Finalement, la théorie immuable que l'on applique coûte que coûte, c'est peut-être parfois voué à l'échec, mais en tout cas c'est très confortable parce que vous rentrez dans un cadre et dans des règles. À partir du moment où vous commencez à dire la théorie, c'est pas immuable, c'est pas une science exacte, ça annihile toute réflexion et il faut mettre, le stratège, c'est celui qui passe son temps à se remettre en cause. Vous-même, vous vous remettez en cause perpétuellement. Il y a une forme de l'instabilité craint inévitablement du doute. Certainement, mais c'est aussi ce confort, cette théorisation, cette théorie pour la théorie, née de la Aufklärung, c'est-à-dire des Lumières allemandes. C'est ce confort-là qui a conduit la Prusse au désastre en 1806. Parce qu'effectivement, Clausewitz n'a pas de mots assez durs pour les théoriciens qui font ce qu'il appelait les faiseurs de système ou les docteurs S-stratégie. Parce qu'à son époque, il existait deux types deux grandes écoles de stratégie. C'était les dogmatistes qui voyaient des principes intangibles partout et totalement indépendants des circonstances. Et puis il y avait ceux qui considéraient la guerre comme un jeu mathématique ou géométrique. Donc des déplacements de masse selon des angles et des lignes. Et c'était des abstracteurs de quintessence stratégique, si vous voulez. Et c'est contre eux que Clausewitz s'est élevé, parce qu'il a vu, il a subi, puisqu'il a combattu, il a été blessé, il a été prisonnier. Il a vu le royaume de Prusse mis à terre et humilié. Donc c'était certes confortable, mais c'est de ce doute né en 1806, c'était plus qu'un doute d'ailleurs, qu'est né aussi le sursaut de 1812, 1813, 1814. C'est parce que les Alliés ont retourné contre Napoléon les idées qui avaient fait son génie qu'ils sont parvenus à le vaincre. Alors il y a un autre point qui a fait écho à des émissions précédentes. Clausewitz, dans sa pensée que vous expliquez dans votre livre Karl von Clausewitz, soldat réformateur stratégiste, donc vous, Laurent Chang, livre publié aux éditions La Nouvelle Librairie, c'est la question de la motivation. On sent que la détermination, la motivation est un élément clé du stratège et donc qu'étudie le stratégiste. Et j'ai reçu récemment Jean de la Rochefoucauld qui a publié une biographie du duc de Bourgogne. Ça avait été la même chose avec Pierre-Louis Mansel pour un livre sur le Grand Condé. J'étais très très frappée de voir que dans ces guerres, alors là nous sommes dans les guerres de Louis XIV, il y a une dimension personnelle qui prime par rapport à la dimension collective. Ce qui est très étonnant dans une civilisation où l'individu n'était pas grand-chose. J'essaie de m'expliquer. Le duc de Bourgogne, par exemple, petit-fils de Louis XIV, lorsqu'il est à la guerre, il est en présence de en tout cas du duc de Vendôme, bâtard de Louis XIV, d'un prince d'Orléans. Et en fait, toute sa raison d'être, c'est ce que le roi va penser de son action. Et non pas... Vous voyez, sa cause, son objectif n'est pas d'être un bon militaire pour gagner la guerre ou pour emmener son armée. C'est qu'est-ce que le roi va penser de ce que je fais. Et là, avec les guerres napoléoniennes, les guerres révolutionnaires, c'est très étonnant parce que on pourrait penser que on arrive au contraire dans une période où l'individualisme naît. Mais là, on est dans un collectif
ne sais pas si je Mais- suis claire. Mais si, mais au contraire, je trouve que dans le rapport de subordination, de suggestion de la grande aristocratie à la monarchie absolue ou en voie d'être absolue, comme vous venez de la présenter, je trouve qu'au contraire, on est dans l'hyper-individualisme là. Parce que justement, on a des grands chefs de guerre qui n'ont qu'une idée en tête, effectivement, c'est de se bien faire voir du roi pour obtenir des rétributions en conséquence. Paraître à la cour, avoir droit d'assister à ceci ou cela, à tel ou tel moment de la vie du roi et en tirer des avantages, des bénéfices. Tout ça est totalement remis en cause, enfin, plus que remis en cause en fait, c'est totalement Oui, ça éclate totalement. voilà, tout ça est mis aux orties par l'élan révolutionnaire et l'irruption tout simplement et on en revient à la motivation du patriotisme. Là, au contraire, avec la révolution, eh bien, on a ce sont les masses qui font la guerre, ce sont les peuples qui font la guerre au nom d'idéaux, non plus au nom de justement de la fidélité au roi, de la loyauté qu'on doit à son roi, mais au nom des frontières, au nom du sol, au nom des idées de la République, des valeurs de la République. On mène une guerre de conquête, mais qui se veut libératrice. Donc, oui, c'est très paradoxal. En tout cas, pour nous, hommes du 21e siècle, ça paraît très paradoxal. C'est vrai, ça peut paraître paradoxal. Moi, ça me paraît moins parce que je passe mon avis là-dedans, si vous voulez, donc je les comprends très bien. Mais oui, effectivement, on a changé complètement de paradigme aujourd'hui. Oui. Mais ce patriotisme-là, il explique tout le reste, si vous voulez. Alors en tout cas, ça permet peut-être d'aborder dans les quelques minutes qui nous restent la question, je ne vais pas dire essentielle parce que ce serait un peu dommage d'avoir attendu si longtemps, mais une des questions capitales de Clausewitz dans De la guerre, c'est le lien entre la politique ou entre le politique et le militaire. Continuation, rupture, quelle hiérarchie, comment accorder tout cela? En fait, là, c'est vrai que c'est peut-être l'apport fondamental, même s'il y en a d'autres dans le livre, vraiment à la pensée militaire, à la stratégie. Clausewitz le dit très bien, le militaire fait la guerre, c'est pas lui qui la déclare. Le militaire, il détermine comment on fait la guerre, mais pas pourquoi et pas jusqu'où. Ça, c'est du ressort du politique, que ce soit un dirigeant élu ou que ce soit un roi. Dans le cadre de Napoléon, comme je vous le disais un peu plus tôt, ce qui faisait aussi son génie, c'est qu'il cumulait les deux. C'est lui qui décidait qu'on allait faire la guerre et c'était lui qui la menait. Bon. La subordination du militaire au politique, elle est là. C'est-à-dire que c'est le politique qui décide. Quand est-ce qu'on fait la guerre? C'est le politique qui décide pourquoi on l'a fait. C'est lui qui décide aussi jusqu'où on l'a fait. C'est-à-dire quels sont les moyens qu'on se donne, jusqu'où on est prêt à se sacrifier ou à sacrifier le bien-être des siens, avec le risque également de se faire envahir si on est soi-même, si on décide soi-même d'envahir, mais avec le retour de bâton possible. Le militaire, lui, d'ailleurs, ça nous rappelle un petit peu quelques des discours belliqueux qu'on entend en ce moment en provenance de l'Élysée. Bon, parenthèse refermée. Et le militaire, lui, son rôle, c'est de tout mettre en œuvre pour donner satisfaction au chef politique. Et donc, c'est là que on entre dans le domaine de la stratégie, qui est autonome par rapport aux politiques, mais qui est dépendante. Un militaire qui fait la guerre juste pour faire la guerre, un peu à la manière des condottieri italiens, on voit bien, ça ne mène nulle part. Un militaire qui a sa bande, qui part sillonner l'Europe pour s'enrichir, ça mène aux catastrophes de la guerre de 30 ans. Un militaire, il est là pour faire la guerre au nom de son chef politique, qui souvent est civil. Donc que ce soit pour un roi, soit pour le peuple, le militaire fait la guerre, mais ce n'est pas lui qui la commande. Voilà, résumé très très simple, schématiquement. Bien sûr, et dans la dernière minute qui nous reste, Laurent Chang, vous faites aussi une réflexion intéressante sur l'actualité, l'éternité des écrits de Clausewitz dans De la guerre. C'est vrai que quand on contemple les citadelles de Vauban, on se dit à quoi servent-elles à l'heure des drones? Quand on lit la stratégie militaire de Clausewitz, on se dit face à une bombe atomique, à quoi ça sert? Il n'empêche que l'œuvre continue de guider la réflexion militaire.
Oui, parce que il y a ce que je viens de vous dire sur la dialectique politique militaire, mais il y a également une réflexion sur la dialectique des forces physiques et des forces morales, très très important. Et puis il y a ce qu'il appelle lui-même la singulière trinité, à savoir la hiérarchie entre le corps politique, les généraux et le peuple. Et puis après il y a ce qui reste, ce qu'on voit aujourd'hui en Russie, les fameuses frictions, le brouillard de la guerre, les frottements. On n'a pas le temps, mais il nous montre qu'une guerre ne se déroule jamais comme on l'avait pensé. C'est pour ça qu'un vrai chef, et c'est ça la raison d'être de la guerre, c'est qu'un vrai chef, c'est quelqu'un qui a acquis une aptitude quasiment instinctive à prendre les bonnes décisions. C'était le cas d'un génie comme Napoléon. Et ça perdure aujourd'hui et ça perdurera toujours. Merci beaucoup, Laurent Chang. Merci beaucoup de cette heure passée en votre compagnie. C'était passionnant. J'invite vraiment les auditeurs à acquérir votre ouvrage, Karl von Clausewitz, soldat, réformateur, stratégiste, aux éditions La Nouvelle Librairie par Laurent Chang. 50 petites pages que vous allez dévorer et qui vous amèneront, vous aussi, à réfléchir sur cette grande question, malheureusement éternelle, qu'est la guerre. Merci Laurent Chang. Merci à vous madame, merci beaucoup. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, à mardi prochain. Vous venez d'entendre les Mardis de la mémoire dirigés par Anne Collin. Émission préenregistrée le 25 mars 2025 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 1er avril de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.